Pouvez-vous mettre un like, vous abonner à la chaîne et profiter de cette histoire. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, et laissez-vous porter par le récit d'une terre qui n'existait pas encore, mais qui rêvait déjà de devenir une nation. Imaginez un pays qui n'a jamais vraiment existé pendant près de 1000 ans. Un empire sans frontières fixes, sans capitale permanente, sans armée unifiée. Un territoire où des centaines de princes, de ducs, de comtes et d'évêques régnaient sur leur propre domaine comme autant de souverains indépendants. Comment un tel puzzle de royaumes minuscules, de villes libres et de principautés ecclésiastiques a-t-il pu se transformer en l'une des nations les plus puissantes d'Europe? Comment le Saint-Empire romain germanique, cette construction médiévale étrange et fragile, a-t-il finalement donné naissance à l'Allemagne moderne? Et pourquoi a-t-il fallu attendre 1871 pour que ce qui semblait évident devienne enfin réalité? La réponse à ces questions nous ramène à une nuit de Noël de l'an 800 dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Charles, roi des Francs, s'agenouilla devant le pape Léon III. Ce n'était pas un geste de pure piété. Charles était déjà le maître d'un empire qui s'étendait de l'Atlantique aux plaines de Saxe, des Pyrénées à la mer du Nord. Mais ce soir-là, quelque chose de nouveau allait naître. Lorsque le pape plaça la couronne sur sa tête et proclama Charles empereur, il ne ressuscitait pas simplement l'Empire romain d'Occident. Il créait un précédent qui hanterait l'Europe pendant plus d'un millénaire. Charles ne parlait pas latin dans sa vie quotidienne, il préférait le francique, la langue de ses ancêtres germaniques. Ses guerriers, ses administrateurs, ses conseillers venaient de ces terres brumeuses au-delà du Rhin que les Romains avaient appelées Germania. L'empire de Charles était franc, mais ses racines plongeaient profondément dans le sol germanique. Quand il mourut en 814, son fils Louis le Pieux hérita d'un territoire unifié. Mais cette unité ne durerait qu'une génération. En 843, les trois petits-fils de Charles se réunirent à Verdun pour partager l'héritage de leur grand-père. Ce traité, signé dans une prairie au bord de la Meuse, divisa l'Empire en 3 parts. Charles le Chauve reçut les terres occidentales qui deviendraient la France. Lothaire hérita d'une bande centrale étroite, de l'Italie à la mer du Nord, un royaume fragile qui se désintégrerait rapidement. Et Louis le Germanique obtint les territoires orientaux, les terres germaniques proprement dites. C'est cette portion orientale qui porterait en elle les germes de ce qui allait devenir l'Allemagne. Le royaume oriental de Louis n'était pas homogène. Il comprenait la Bavière au sud, avec ses monastères et ses forêts alpines. La Saxe au nord, terre de guerriers païens récemment convertis par la force. La Franconie au centre, terre d'origine de la dynastie carolingienne. La Souabe à l'ouest, coincée entre le Rhin et les Alpes. Et plus tard, la Thuringe et d'autres régions encore. Chaque duché avait sa propre identité, ses propres lois, son propre dialecte germanique. Les Bavarois ne se sentaient pas frères des Saxons. Les Souabes regardaient avec méfiance les Franconiens. Pendant plus d'1 siècle après Verdun, le royaume oriental connut le chaos. Les dynasties se succédaient. Les invasions hongroises ravageaient les terres. Les raids vikings remontaient les fleuves. Les ducs locaux accumulaient pouvoir et autonomie, tandis que les rois se révélaient faibles. En 918, la dynastie carolingienne s'éteignit en terre germanique. Les grands-ducs se réunirent pour élire un nouveau roi. Ils choisirent Conrad Ier de Franconie, mais il mourut après un règne inefficace. À sa mort, quelque chose d'extraordinaire se produisit.
Conrad recommanda au prince d'élire Henri, duc de Saxe, un homme de la frontière nordique, un guerrier qui avait combattu les Slaves et les Hongrois. En 919, Henri Ier devint roi des Germains. Il n'était pas carolingien, il ne descendait pas de Charles le Grand, mais il possédait quelque chose de plus précieux qu'un pédigré illustre, la capacité de maintenir l'ordre et de défendre le royaume. Son fils Otton hériterait de cette force et la transformerait en quelque chose de bien plus ambitieux. Otton Ier de Saxe devint roi en 936. C'était un homme pragmatique, brutal quand il le fallait, diplomate quand cela servait ses intérêts. Il comprit que le pouvoir royal en terre germanique ne pouvait reposer sur la force seule. Il fallait créer un système, une structure qui transcenderait les ambitions des ducs locaux. Otton trouva la solution dans l'Église. Les évêques et les abbés possédaient d'immenses territoires, mais contrairement aux nobles laïcs, ils ne pouvaient pas transmettre leur domaine à des héritiers. Ils dépendaient du roi pour leur nomination. Otton commença à nommer systématiquement des évêques et des abbés loyaux à des positions clés. Il leur confia des terres, des fortifications, même des obligations militaires. Ces prélats devinrent les piliers de son administration. Ils collectaient les impôts, rendaient la justice, levaient des troupes. Le système impérial germanique naissait, fondé sur cette alliance particulière entre le trône et l'autel. Mais Otton voulait plus qu'un royaume stable, il voulait l'Empire. En 955, le pape Jean XII envoya un appel désespéré depuis Rome. La ville était aux mains de nobles rebelles et la papauté elle-même était menacée. Otton vit son opportunité. Il marcha sur l'Italie avec ses armées saxonnes et bavaroises, rétablit l'ordre à Rome et, le 2 février 962, se fit couronner empereur par le pape. Ce couronnement ne ressuscitait pas l'ancien empire romain. Il créait quelque chose de nouveau, le Saint-Empire romain germanique. Le titre impérial transformait Otton, de roi des Germains, en successeur de Charles le Grand, en protecteur de la chrétienté occidentale. Mais ce titre apportait aussi des complications infinies. L'empereur devait maintenant s'occuper de l'Italie, terre riche mais turbulente, où les villes marchandes défendaient jalousement leur liberté et où la papauté jouait un jeu politique complexe. Chaque empereur devrait désormais faire le voyage en Italie pour recevoir sa couronne à Rome, traversant les Alpes avec une armée, négociant avec des cités récalcitrantes, s'inclinant devant le pape tout en prétendant être son protecteur. Les successeurs d'Otton découvrirent rapidement les limites du pouvoir impérial. L'Empire n'était pas un État au sens moderne. Il n'avait pas de capitale fixe. L'empereur voyageait constamment, de château en château, de ville en ville, rendant la justice, collectant les tributs, affirmant sa présence. Il n'avait pas de bureaucratie permanente, pas d'armée permanente. Son pouvoir dépendait de sa capacité à mobiliser les nobles et les prélats, à jouer les ambitions des uns contre celles des autres, à maintenir un équilibre fragile. Au XIe siècle, cet équilibre se brisa spectaculairement. Henri IV, empereur ambitieux et têtu, se heurta au pape Grégoire VII, réformateur intransigeant et visionnaire. Le conflit éclata sur une question apparemment technique. Qui avait le droit de nommer les évêques? Pour Grégoire, cette prérogative appartenait à l'Église seule. Pour Henri, elle constituait le fondement même de son pouvoir impérial. Si l'empereur ne pouvait plus nommer les évêques, comment pourrait-il gouverner son empire éclaté? La querelle des investitures, comme l'appelèrent les chroniqueurs, déchira l'empire pendant des décennies. Henri IV se retrouva excommunié, abandonné par ses nobles. En janvier 1077,
Il entreprit un voyage désespéré en plein hiver, traversant les Alpes enneigées pour rejoindre Canossa, où le pape s'était réfugié dans un château. Pendant 3 jours, Henri attendit pieds nus dans la neige, implorant le pardon du pape. Grégoire finit par lever l'excommunication, mais l'humiliation de l'empereur résonna dans toute l'Europe. Ce conflit révéla la faiblesse structurelle de l'Empire. Le pouvoir impérial dépendait de la légitimité religieuse, mais cette légitimité était contrôlée par un pape qui poursuivait ses propres objectifs politiques. Les princes allemands en profitèrent pour arracher concessions et privilèges. Chaque fois qu'un empereur se heurtait au pape, les princes se rebellaient. Chaque fois qu'un empereur tentait de renforcer son autorité, ils invoquaient leurs libertés anciennes. Au XIIe siècle, une nouvelle dynastie accéda au trône impérial, les Hohenstaufen. Frédéric Ier, surnommé Barberousse pour sa barbe rousse éclatante, devint empereur en 1152. C'était un homme charismatique, cultivé, féru de droit romain et de théologie. Il rêvait de restaurer la grandeur impériale, de transformer l'Empire en un État véritable. Mais ses ambitions se heurtèrent à une force nouvelle, les villes italiennes. Les cités du nord de l'Italie, Milan, Venise, Florence, Gênes, étaient devenues riches grâce au commerce. Elles avaient développé leurs propres institutions, leurs propres armées, leurs propres alliances. Quand Frédéric Barberousse descendit en Italie pour affirmer son autorité impériale, les villes se révoltèrent. En 1176, à Legnano, les milices urbaines de la Ligue lombarde infligèrent à l'empereur une défaite humiliante. Frédéric dut reconnaître l'autonomie des villes italiennes. Cette défaite marqua un tournant. L'empereur restait le souverain théorique de l'Italie, mais son pouvoir réel s'érodait. En Allemagne aussi, les choses changeaient. Les villes se multipliaient, certaines obtenant le statut de ville libre d'empire, ne dépendant que de l'empereur directement. Les princes consolidaient leur territoire. Les chevaliers formaient une classe turbulente, source de violence endémique. L'Empire devenait une mosaïque de plus en plus complexe. Le petit-fils de Barberousse, Frédéric II, fut peut-être le plus extraordinaire de tous les empereurs médiévaux. Élevé en Sicile, parlant 6 langues, entouré de savants arabes et juifs, il était un prince de la Renaissance avant l'heure. Il entreprit une croisade pacifiste, négociant avec le sultan d'Égypte pour obtenir Jérusalem sans verser de sang. Il promulgua des lois codifiant l'administration de son royaume sicilien. Mais il passa si peu de temps en Allemagne que les princes germaniques purent consolider leur pouvoir presque sans opposition. Quand Frédéric II mourut en 1250, l'Empire sombra dans ce que les historiens appelleraient le Grand Interrègne. Pendant plus de 20 ans, plusieurs prétendants se disputèrent le titre impérial sans qu'aucun ne parvienne à s'imposer véritablement. Les princes profitèrent de ce vide pour s'emparer de terres, de droits, de prérogatives. Quand finalement Rodolphe de Habsbourg fut élu empereur en 1273, l'Empire avait changé de nature. Désormais, le pouvoir impérial ne signifiait plus grand-chose en termes de gouvernance réelle. L'empereur était primus inter pares, le premier parmi les égaux, un arbitre plutôt qu'un souverain. Le véritable pouvoir appartenait aux princes territoriaux, aux villes libres, aux évêques princes. Chacun administrait son propre territoire, levait ses propres impôts, rendait sa propre justice. L'Empire était devenu une confédération lâche unie par une vague allégeance commune et par un réseau complexe d'obligations féodales. En 1356, l'empereur Charles IV promulgua la Bulle d'or, un document constitutionnel
qui codifiait les règles de l'Empire. 7 princes électeurs, 3 archevêques et 4 nobles laïcs se voyaient accorder le privilège exclusif d'élire l'empereur. Ces électeurs devenaient les véritables maîtres de l'Empire. Ils pouvaient négocier, exiger des concessions, façonner la politique impériale. L'élection impériale se transformait en marchandage, où chaque électeur vendait son vote au plus offrant. Les Habsbourg, cette famille originaire d'un château modeste en Suisse, comprirent le jeu mieux que quiconque. Ils accumulèrent patiemment les territoires par mariage, héritage, achat. Ils obtinrent le duché d'Autriche, puis la Bohême, puis la Hongrie. À partir de 1438, avec quelques brèves interruptions, ils monopolisèrent la couronne impériale. Mais leur pouvoir ne venait pas du titre impérial. Il venait de leurs vastes domaines héréditaires. L'empire médiéval tardif était une création bizarre. Sur le papier, il s'étendait de la mer du Nord aux Alpes, du Rhin à la Vistule. Il incluait l'Italie du Nord, les Pays-Bas, la Bourgogne, mais dans les faits, il consistait en environ 300 entités politiques différentes. Il y avait 7 électeurs, une cinquantaine de princes laïcs, une cinquantaine de princes ecclésiastiques, environ 150 comtes et seigneurs, près de 85 villes libres. Chacun jaloux de ses prérogatives, chacun défendant ses privilèges. Cette fragmentation extrême créait paradoxalement une certaine stabilité. Aucun prince n'était assez puissant pour dominer les autres. Aucune ville ne pouvait imposer son hégémonie. L'empereur ne possédait pas assez de pouvoir pour devenir despotique. Un système complexe de droits, de coutumes, de précédents régulait les interactions. La diète impériale, assemblée où se réunissaient les États de l'Empire, servait de forum pour négocier les différends et coordonner les politiques communes. Les villes impériales devenaient de plus en plus prospères. Nuremberg, avec ses ateliers d'artisans et ses marchands, produisait des objets métalliques réputés dans toute l'Europe. Augsbourg hébergeait les fugueurs, banquiers qui prêtaient aux empereurs et aux rois. Francfort organisait des foires commerciales où se rencontraient marchands italiens, flamands, allemands. Cologne, sur le Rhin, exportait ses vins et ses tissus. Ces villes développaient leur propre culture, leurs propres identités, fiers de leur liberté. Dans les campagnes, la vie suivait le rythme des saisons. Les paysans cultivaient l'orge, le seigle, l'avoine. Les forêts couvraient encore de vastes étendues, refuges de cerfs, de sangliers, de loups. Les monastères cisterciens défrichaient lentement les terres vierges. Les seigneurs locaux résidaient dans des châteaux perchés sur des collines, surveillant leurs domaines. La violence endémique opposait les nobles entre eux, chacun défendant ses droits par les armes si nécessaire. Au XVe siècle, l'Empire connaissait une prospérité relative. Les mines d'argent de Bohême et du Tyrol enrichissaient les princes locaux. Les techniques agricoles s'amélioraient lentement. Les universités se multipliaient à Prague, Heidelberg, Cologne, Erfurt. L'imprimerie, inventée par Gutenberg à Mayence vers 1450, révolutionnait la diffusion du savoir. Les livres, autrefois copiés laborieusement à la main par des moines, se multipliaient rapidement. Mais sous cette prospérité couvait un malaise profond. L'Église, omniprésente dans la vie quotidienne, était devenue une machine financière colossale. Les évêques vivaient comme des princes, collectant dîmes et taxes. Le pape vendait des indulgences, ses documents promettant la rémission des péchés, moyennant paiement. Les abus se multipliaient. La vénalité des clercs scandalisait les fidèles. Des prédicateurs itinérants dénonçaient la corruption, appelant à la réforme. En 1517,
un moine augustin du nom de Martin Luther afficha 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, petite ville de Saxe. Luther contestait la vente des indulgences, arguant qu'elle n'avait aucun fondement biblique. C'était une protestation académique, rédigée en latin, destinée à un débat théologique. Mais grâce à l'imprimerie, ces thèses furent rapidement traduites en allemand et diffusées dans tout l'Empire. En quelques semaines, Luther devint célèbre. L'archevêque de Mayence, qui avait autorisé la vente des indulgences pour rembourser ses propres dettes auprès des banquiers fugueurs, dénonça Luther à Rome. Le pape Léon X exigea que Luther se rétracte. Mais Luther, encouragé par le soutien populaire et protégé par Frédéric le Sage, électeur de Saxe, refusa. En 1520, le pape l'excommunia. L'année suivante, Luther comparut devant la diète de Worms, où l'empereur Charles V lui ordonna de rétracter ses écrits. Luther prononça alors des mots qui changeraient l'histoire de l'Europe. Il ne pouvait se rétracter à moins d'être convaincu par l'écriture ou par la raison. Sa conscience était captive de la parole de Dieu. Charles V, empereur catholique dévoué, mit Luther au banc de l'Empire. Mais Frédéric de Saxe enleva secrètement Luther et le cacha dans le château de la Wartburg. Là, isolé pendant des mois, Luther entreprit de traduire la Bible en allemand. Cette traduction eut des conséquences immenses. Pour la première fois, les Allemands ordinaires pouvaient lire les Écritures dans leur propre langue. Luther n'utilisait pas le latin savant ni les dialectes locaux incompréhensibles aux autres régions. Il forgea un allemand accessible, basé sur le dialecte de la chancellerie saxonne, compréhensible à la fois en Bavière et en Souabe, en Rhénanie et en Thuringe. La Bible de Luther devint le fondement d'une langue allemande commune. Les idées de Luther se répandirent comme un feu de forêt. Des prédicateurs sillonnaient les campagnes, appelant les fidèles à rejeter l'autorité de Rome, à lire la Bible par eux-mêmes, à former des communautés de croyants authentiques. Les princes allemands virent dans la Réforme une opportunité politique. En embrassant le luthéranisme, ils pouvaient séculariser les biens de l'Église, s'enrichir immensément et affirmer leur indépendance vis-à-vis de l'empereur catholique. En 1524, une vague de révolte paysanne déferla sur l'Allemagne méridionale. Les paysans, inspirés par le message évangélique de Luther, exigèrent l'abolition du servage, la réduction des taxes, le droit de chasser et de pêcher. Ils formèrent des bandes armées, attaquèrent des monastères, brûlèrent des châteaux. Luther, effrayé par cette radicalisation, condamna violemment les révoltes, exhortant les princes à les écraser sans pitié. Les armées princières massacrèrent près de 100 000 paysans. Cette répression sanglante montra que la Réforme ne serait pas une révolution sociale. Elle serait contrôlée par les princes. En 1529, les princes luthériens et les villes libres protestantes présentèrent une protestation formelle à la diète de Spire, refusant de se soumettre aux décisions de la majorité catholique. De cette protestation vint le nom de protestants. L'année suivante, ils présentèrent la Confession d'Augsbourg, énoncé systématique de la foi luthérienne. L'empereur Charles V se trouvait dans une position impossible, souverain des Pays-Bas, roi d'Espagne, empereur du Saint-Empire. Il régnait sur un territoire où le soleil ne se couchait jamais. Mais il était constamment en guerre contre la France, contre les Ottomans qui menaçaient Vienne, contre les princes protestants d'Allemagne. Il ne pouvait pas se concentrer sur la question religieuse. Les protestants en profitèrent pour se renforcer. En 1531, les princes protestants formèrent la Ligue de Smalkalde, alliance militaire défensive.
Quand Charles tenta finalement d'imposer l'obéissance par la force, en 1546, il remporta quelques victoires militaires, mais ne put briser la résistance protestante. En 1555, épuisé et désabusé, il accepta la paix d'Augsbourg. Ce traité établit le principe cuius regio, eius religio. Le prince déterminait la religion de ses sujets. La paix d'Augsbourg institutionnalisait la division religieuse de l'Allemagne. Les territoires du Nord, la Saxe, le Brandebourg, la Prusse, devinrent majoritairement protestants. Le Sud, la Bavière, l'Autriche restèrent catholiques. La Rhénanie se divisa. Cette fracture religieuse se superposa aux divisions politiques existantes, créant un paysage encore plus fragmenté. L'unité religieuse, ce ciment qui avait tenu l'Empire ensemble pendant des siècles, n'existait plus. Pendant plusieurs décennies, une paix précaire régna, mais les tensions religieuses ne disparurent pas. L'Église catholique lança la Contre-Réforme, mouvement vigoureux pour reconquérir les territoires perdus. Les jésuites établirent des collèges, prêchèrent avec éloquence, conseillèrent les princes catholiques. Les protestants se radicalisèrent, influencés par le calvinisme venu de Suisse et de France. Les incidents se multiplièrent. Des églises furent vandalisées, des prédicateurs expulsés, des nobles convertis de force. En 1618, la guerre éclata. Elle commença en Bohême, où les nobles protestants se révoltèrent contre leur roi catholique, Ferdinand II, qui deviendrait empereur. Ils défenestrèrent ses représentants à Prague, jetant 2 gouverneurs et leurs secrétaires par une fenêtre du château. C'était un acte symbolique de défiance. Ferdinand répondit par la force. L'armée impériale écrasa les rebelles bohémiens à la Montagne Blanche en 1620. Ce qui aurait pu rester un conflit local se transforma en guerre continentale. Les princes protestants allemands appelèrent à l'aide le roi du Danemark, qui intervint pour protéger le protestantisme. Quand le Danemark fut vaincu, la Suède entra dans la guerre. Le roi Gustave Adolphe, génie militaire protestant, remporta victoire sur victoire, libérant les territoires protestants. Puis il mourut au combat en 1632 et la guerre continua, de plus en plus brutale. La France catholique, dirigée par le cardinal de Richelieu, entra dans le conflit aux côtés des protestants. Ce n'était plus une guerre de religion, c'était une lutte pour l'hégémonie européenne. Les armées parcouraient l'Allemagne, pillant, brûlant, violant. Les mercenaires vivaient sur le pays, extorquant nourriture et argent aux populations civiles. Les paysans fuyaient vers les forêts ou les villes fortifiées. Les récoltes pourrissaient dans les champs. La famine et les épidémies décimèrent la population. Pendant 30 ans, l'Allemagne fut un champ de bataille. Des régions entières furent dépeuplées. La population du Saint-Empire diminua d'environ 1/3. Certaines régions perdirent la moitié, voire les 2/3 de leurs habitants. Des villes prospères devinrent des ruines. Des villages disparurent complètement. Les chroniqueurs décrivirent des scènes d'horreur, des mères mangeant leurs enfants morts de faim, des loups errant dans les rues désertes, des pendus pourrissant aux arbres. En 1648, après 5 années de négociations, les belligérants signèrent les traités de Westphalie. La France gagna l'Alsace. La Suède obtint des territoires en Poméranie et sur la mer Baltique. Les Provinces-Unies et la Suisse furent reconnus comme États indépendants, sortant formellement de l'Empire. Mais le changement le plus profond concernait la structure même de l'Empire. Les traités de Westphalie accordèrent aux princes allemands une souveraineté presque complète. Ils pouvaient mener leur propre politique étrangère, conclure des alliances, lever des armées.
L'empereur conservait son titre et sa dignité, mais son pouvoir réel s'évaporait. L'Empire était devenu une fiction juridique recouvrant près de 350 États souverains. Les historiens modernes débattent encore pour savoir si l'on peut vraiment parler d'empire après Westphalie. Le XVIIe siècle finissant vit l'émergence de deux puissances rivales au sein de l'Empire. Les Habsbourg autrichiens, affaiblis par la guerre de 30 ans, se tournèrent vers l'Est. Ils repoussèrent les Ottomans, conquirent la Hongrie, consolidèrent leur contrôle sur la Bohême. Vienne devint une capitale impériale magnifique, ornée de palais baroques où résidait une cour fastueuse. Les Habsbourg ne s'intéressaient plus guère à l'Allemagne proprement dite. Au nord-est, une nouvelle puissance émergeait de manière inattendue. Le Brandebourg, territoire pauvre et sablonneux, était gouverné par les Hohenzollern, dynastie ambitieuse et tenace. En 1618, ils héritèrent du duché de Prusse, territoire situé en dehors de l'Empire, sur les rives de la Baltique. Le grand électeur Frédéric Guillaume, qui régna de 1640 à 1688, transforma le Brandebourg-Prusse en État militarisé efficace. Frédéric Guillaume créa une armée permanente, disciplinée selon des règles strictes. Il établit une administration centralisée qui collectait les impôts avec une efficacité prussienne déjà proverbiale. Il toléra les différentes confessions religieuses, accueillant même les Huguenots français, fuyant les persécutions. Quand il mourut, il laissa à son fils un État qui, bien que modeste en taille, était organisé comme une machine de guerre. Son petit-fils, Frédéric Ier, obtint du empereur, en échange d'un soutien militaire, le droit de se couronner roi en Prusse en 1701. Techniquement, ce titre ne s'appliquait qu'au duché de Prusse, en dehors de l'Empire, car il ne pouvait y avoir qu'un seul roi dans l'Empire, l'empereur lui-même. Mais dans les faits, les Hohenzollern se faisaient désormais appeler rois de Prusse et leur prestige s'en trouvait considérablement accru. Le XVIIIe siècle fut l'âge de l'absolutisme éclairé en Allemagne. Les princes, grands et petits, imitaient le modèle de Louis XIV. Ils construisaient des châteaux somptueux, entretenaient des opéras, patronnaient les arts et les sciences. Le prince-évêque de Würzburg fit édifier une résidence magnifique, avec un escalier monumental peint par Tiepolo. Le duc de Saxe-Weimar invitait Goethe et Schiller à sa cour. Le margrave de Bayreuth employait des musiciens talentueux. Cette culture de cour masquait la réalité d'une Allemagne pauvre et fragmentée. La plupart des principautés étaient minuscules. Certaines ne comptaient que quelques milliers de sujets. Un prince-abbé pouvait régner sur quelques villages, un comte sur un seul château et ses dépendances. Cette fragmentation extrême paralysait tout développement économique coordonné. Les péages fluviaux se multipliaient, chaque prince exigeant son tribut des marchandises qui traversaient son territoire. Entre Mayence et Cologne, sur le Rhin, il y avait plus de 30 postes de péage. Pourtant, malgré la fragmentation politique, une culture allemande commune se développait. La langue allemande, standardisée par Luther, s'affirmait comme langue littéraire. Les philosophes allemands, Leibniz, Kant, débattaient des questions fondamentales de la métaphysique et de la morale. Les musiciens allemands, Bach, Handel, puis Mozart et Beethoven, créaient des œuvres qui transcendaient les frontières des petites principautés. Une conscience diffuse émergeait. Il existait quelque chose comme un peuple allemand. En 1740, Frédéric II monta sur le trône de Prusse. Intelligent, cynique, admirateur de Voltaire, il se moquait ouvertement de la religion tout en se proclamant premier serviteur de l'État.
quelques mois après son accession, il envahit la Silésie, riche province autrichienne. C'était une violation flagrante du droit impérial, mais Frédéric possédait une armée redoutable et aucun scrupule. Marie-Thérèse, la jeune impératrice autrichienne, tenta de récupérer la Silésie, mais échoua. Cette guerre de succession d'Autriche fut suivie par la guerre de 7 ans de 1756 à 1763. Frédéric se retrouva encerclé par une coalition de la France, de l'Autriche, de la Russie et de la plupart des princes allemands. Seule la Grande-Bretagne le soutenait avec des subsides financiers. Contre toute attente, Frédéric survécut, remportant des victoires brillantes, subissant des défaites catastrophiques, mais tenant bon jusqu'à ce que la coalition se désintègre. La Prusse sortit de ces guerres épuisée, mais agrandie et reconnue comme grande puissance. Frédéric le Grand, comme on l'appelait désormais, avait prouvé qu'un État allemand pouvait défier les Habsbourg. L'équilibre des forces en Allemagne était transformé. Il n'y avait plus une seule puissance dominante, mais deux, l'Autriche catholique au sud et la Prusse protestante au nord. Cette rivalité dualiste façonnerait l'Allemagne pendant plus d'un siècle. En 1789, la Révolution française éclata. Les nouvelles de Paris parvinrent rapidement en Allemagne, portées par des voyageurs, des journaux, des pamphlets. Les idées révolutionnaires, liberté, égalité, fraternité, trouvèrent un écho chez les intellectuels allemands. Kant salua la Révolution comme un progrès moral pour l'humanité. Des clubs jacobins se formèrent dans les villes rhénanes. Mais les princes allemands regardaient avec horreur ce qui se passait en France. En 1792, la France révolutionnaire déclara la guerre à l'Autriche et à la Prusse. Les armées royales s'attendaient à une victoire facile contre une France désorganisée. Mais à Valmy, en septembre, les armées révolutionnaires françaises résistèrent et les Prussiens battirent en retraite. Goethe, qui accompagnait l'armée prussienne, déclara prophétiquement que de ce jour et de ce lieu commençait une nouvelle ère de l'histoire mondiale. Les années suivantes virent les armées françaises conquérir la Rhénanie, les Pays-Bas autrichiens, l'Italie du Nord. Les petites principautés s'effondraient comme des châteaux de cartes. Le Saint-Empire, cette construction millénaire, révélait son impuissance totale. Les princes négociaient séparément avec la France, trahissant leurs obligations impériales, cherchant à sauver ce qu'ils pouvaient de leur territoire. En 1799, un jeune général corse nommé Napoléon Bonaparte prit le pouvoir en France. Génie militaire et politique, Napoléon entreprit de redessiner la carte de l'Europe. En 1805, après avoir écrasé les armées autrichiennes et russes à Austerlitz, il imposa une paix humiliante aux Habsbourg. L'année suivante, il créa la Confédération du Rhin, regroupant 16 États allemands sous protectorat français. Le 1er août 1806, les 16 princes de la Confédération du Rhin annoncèrent officiellement leur retrait du Saint-Empire romain germanique. L'empereur François II, voyant que l'empire n'était plus qu'une coquille vide, renonça au titre impérial le 6 août. Après plus de 800 ans d'existence, après 40 générations d'empereurs, le Saint-Empire romain germanique cessait d'exister. Une page millénaire se tournait. La disparition de l'Empire libéra paradoxalement des forces nouvelles. Les princes de taille moyenne, Bavière, Wurtemberg, Bade, Saxe, devinrent des États souverains modernes. Ils abolirent les privilèges féodaux, modernisèrent leurs administrations, introduisirent des codes légaux inspirés du Code Napoléon. Les centaines de micro-États, villes libres, principautés ecclésiastiques,
furent absorbés par leurs voisins plus puissants. La carte politique de l'Allemagne se simplifia drastiquement. La Prusse subit une défaite catastrophique face à Napoléon en 1806. Après les batailles d'Iéna et Auerstedt, l'armée prussienne s'effondra en quelques semaines. Napoléon entra triomphalement à Berlin. La Prusse perdit la moitié de son territoire et dut payer une énorme indemnité de guerre. L'humiliation était totale, mais de cette défaite naquit une volonté de réforme et de régénération. Le baron von Stein et le comte von Hardenberg, ministres réformateurs, entreprirent de moderniser la Prusse de fond en comble. Ils abolitèrent le servage, libérant les paysans. Ils réformèrent l'administration, créant une bureaucratie efficace et méritocratique. Ils modernisèrent l'armée, introduisant la conscription universelle et promouvant les officiers selon le talent plutôt que la naissance. Ils réformèrent l'éducation, fondant l'université de Berlin en 1810. Ces réformes prussiennes furent accompagnées d'un réveil culturel et intellectuel. Les philosophes Fichte et Hegel donnaient des conférences enflammées sur l'identité allemande. Les poètes romantiques célébraient le passé médiéval allemand, redécouvrant les légendes des Nibelungen, les épopées chevaleresques. Un sentiment national allemand, diffus mais réel, commençait à émerger. Les Allemands n'étaient plus seulement des Prussiens, des Bavarois ou des Saxons. Ils appartenaient à une nation culturelle commune. En 1812, Napoléon lança sa désastreuse invasion de la Russie. Plus de 600 000 hommes, dont de nombreux contingents allemands, marchèrent vers Moscou. Moins d'un dixième revinrent. La grande armée fut détruite par le froid, la faim, les raids cosaques. Cette catastrophe brisa l'aura d'invincibilité de Napoléon. Les peuples européens soumis virent qu'ils pouvaient être vaincus. En mars 1813, la Prusse rejoignit la Russie dans la guerre contre Napoléon. Le roi Frédéric Guillaume III lança un appel vibrant « À mon peuple », mobilisant toutes les ressources de la nation. Des volontaires affluèrent, brûlant de libérer l'Allemagne de l'occupant français. En octobre 1813, à Leipzig, une bataille gigantesque opposa les armées de Napoléon à la coalition russo-prussienne-autrichienne. Pendant 3 jours, plus de 500 000 hommes s'affrontèrent. Napoléon fut vaincu. Cette bataille des nations, comme on l'appela, fut célébrée comme le réveil du patriotisme allemand. Les étudiants qui s'étaient engagés dans les corps francs rentrèrent chez eux avec la conviction qu'une nouvelle Allemagne devait naître. Ils formèrent des fraternités étudiantes, les Burschenschaften, qui promouvaient l'unité allemande, la liberté politique, la justice sociale. Leurs couleurs, noir, rouge et or, deviendraient les couleurs du drapeau allemand. En 1814-15, les vainqueurs de Napoléon se réunirent au Congrès de Vienne pour réorganiser l'Europe. Le prince de Metternich, chancelier autrichien conservateur et brillant diplomate, domina les négociations. Son objectif était de restaurer l'équilibre des puissances et de prévenir tout bouleversement révolutionnaire. Pour l'Allemagne, il proposa la création d'une confédération germanique. Cette confédération rassemblait 39 États allemands, de l'Empire autrichien et du Royaume de Prusse jusqu'au plus petit duché. Elle n'était pas un État fédéral. C'était une alliance défensive lâche, dirigée par une diète siégeante à Francfort, où chaque État envoyait des délégués. L'Autriche présidait automatiquement la diète. Les décisions importantes nécessitaient l'unanimité, ce qui garantissait une paralysie quasi complète. Metternich avait conçu ce système précisément pour empêcher toute évolution vers un État allemand unifié. Les espoirs des patriotes allemands furent déçus. Ils avaient combattu pour libérer l'Allemagne,
rêvant d'une constitution, de liberté politique, d'une nation unifiée. À la place, ils obtinrent une mosaïque de principautés restaurées, gouvernées par des princes conservateurs hostiles à toute réforme. La censure fut rétablie. Les universités furent placées sous surveillance. Les associations patriotiques furent interdites. En 1817, lors d'une grande fête organisée à la Wartburg pour célébrer le tricentenaire de la Réforme, des étudiants brûlèrent symboliquement des livres réactionnaires et un uniforme prussien. C'était un geste de protestation contre la répression. 2 ans plus tard, un étudiant fanatique assassina Kotzebue, dramaturge considéré comme un espion russe. Metternich utilisa cet attentat pour justifier les décrets de Karlsbad, qui instauraient une censure stricte et une surveillance policière. Pourtant, malgré la répression politique, l'Allemagne connaissait une transformation économique profonde. L'industrialisation commençait à transformer le paysage. En Rhénanie et en Silésie, des usines métallurgiques s'établissaient. La vallée de la Ruhr devenait un centre minier. Les machines à vapeur se multipliaient. Les chemins de fer, cette invention révolutionnaire, commencèrent à relier les villes allemandes. En 1835, la première ligne de chemin de fer allemande fut inaugurée entre Nuremberg et Fürth. C'était un trajet court, seulement 6 km, mais hautement symbolique. Dans les décennies suivantes, les lignes ferroviaires se multiplièrent, reliant Berlin à Leipzig, Cologne à Aix-la-Chapelle, Munich à Augsbourg. Les trains transportaient marchandises et passagers à des vitesses inimaginables auparavant, réduisant les distances, unifiant économiquement le territoire fragmenté. En 1834, la Prusse avait créé le Zollverein, union douanière qui abolissait les barrières tarifaires entre les États membres. Progressivement, la plupart des États allemands rejoignirent cette union, à l'exception notable de l'Autriche. Le Zollverein créait un marché unique de plusieurs dizaines de millions de consommateurs, stimulant le commerce et l'industrie. Il constituait aussi une étape vers l'unification politique, montrant qu'une coopération entre États allemands était possible. La bourgeoisie allemande prospérait. Les entrepreneurs construisaient des empires industriels. Les banquiers finançaient chemins de fer et usines. Les commerçants exportaient produits manufacturés vers toute l'Europe. Mais cette classe montante était frustrée politiquement. Elle n'avait aucune voix dans les gouvernements autocratiques. Les parlements, quand ils existaient, avaient des pouvoirs limités. La bourgeoisie libérale réclamait des constitutions, des élections, la liberté de presse, le droit de réunion. En février 1848, une révolution éclata à Paris, renversant le roi Louis-Philippe. La nouvelle se répandit rapidement en Allemagne. En mars, des émeutes éclatèrent simultanément à Vienne, Berlin, Munich, Dresde. Les foules demandaient des constitutions, la liberté de la presse, des parlements élus. Les princes effrayés cédèrent. Metternich, le symbole de la réaction, dut fuir Vienne déguisé en domestique. À Francfort, un parlement pangermahend se réunit dans l'église Saint-Paul. C'était la première assemblée élue représentant tous les Allemands. Près de 600 députés, professeurs, avocats, fonctionnaires débattirent passionnément de l'avenir de l'Allemagne. Ils rédigèrent une constitution libérale garantissant les droits fondamentaux. Ils discutèrent des frontières de la future Allemagne. Fallait-il inclure l'Autriche avec ses populations non germaniques ou créer une petite Allemagne sans l'Autriche mais dominée par la Prusse? Le Parlement de Francfort finit par offrir la couronne impériale au roi de Prusse Frédéric Guillaume IV. Mais celui-ci refusa dédaigneusement
cette couronne ramassée dans le ruisseau. Il ne voulait pas tenir son pouvoir d'une assemblée révolutionnaire élue par le peuple. S'il devait devenir empereur, ce serait par la volonté des princes allemands, pas par un vote populaire. Ce refus condamna la Révolution de 1848. Les forces conservatrices reprirent le dessus. L'armée prussienne écrasa les derniers foyers révolutionnaires. Le Parlement de Francfort se dispersa. Certains députés partirent en exil. Les constitutions libérales accordées dans la panique de mars furent révisées dans un sens conservateur. La Confédération germanique fut restaurée. L'Autriche et la Prusse se réconcilièrent, unis dans leur hostilité au libéralisme et au nationalisme. Mais la Révolution de 1848, malgré son échec, avait changé quelque chose de fondamental. Elle avait montré que l'idée d'une Allemagne unifiée avait un soutien populaire massif. Elle avait démontré que les vieilles structures de la Confédération germanique étaient obsolètes. Et elle avait posé la question centrale: qui dirigerait l'Allemagne unifiée, l'Autriche ou la Prusse? Dans les années 1850, la Prusse se modernisait rapidement. Son système éducatif était le meilleur d'Europe. Ses universités formaient ingénieurs, chimistes, médecins. Son armée adoptait les technologies les plus récentes. Sa bureaucratie fonctionnait avec une efficacité mécanique. La Prusse n'était pas une démocratie libérale, loin de là, mais c'était un État moderne et puissant. En 1862, le roi Guillaume Ier de Prusse nomma Otto von Bismarck ministre-président. Bismarck était un aristocrate prussien conservateur, monarchiste convaincu, mais aussi un pragmatique cynique dénué de scrupules. Lors de sa première intervention devant le Parlement prussien, il prononça des mots qui deviendraient célèbres. Les grandes questions de l'époque ne seraient pas résolues par des discours et des votes majoritaires, comme en 1848, mais par le fer et le sang. Bismarck avait un plan pour unifier l'Allemagne sous hégémonie prussienne. D'abord, il fallait exclure l'Autriche. Ensuite, il fallait rallier les États allemands du Sud par une combinaison de menaces et d'incitations. Et tout cela devait se faire par la guerre, car seule la victoire militaire convaincrait les princes allemands de reconnaître la prééminence prussienne. Bismarck commença par moderniser l'armée prussienne, malgré l'opposition du Parlement. En 1864, la Prusse et l'Autriche s'allièrent temporairement pour arracher les duchés du Schleswig et du Holstein au Danemark. Après une guerre courte et victorieuse, les deux puissances se disputèrent l'administration des duchés conquis. Bismarck provoqua délibérément la crise, sachant qu'elle mènerait à la guerre avec l'Autriche. En juin 1866, la Prusse attaqua ses alliés allemands pro-autrichiens et l'Autriche elle-même. La guerre de 1866 fut brève et décisive. L'armée prussienne, utilisant chemin de fer pour mobiliser rapidement, fusils à aiguille à chargement par la culasse pour tirer plus vite, état-major dirigé par Helmut von Moltke pour coordonner les opérations, écrasa les Autrichiens à Sadowa le 3 juillet. En 7 semaines, la guerre était terminée. Bismarck imposa une paix relativement clémente à l'Autriche, ne voulant pas créer de ressentiment durable. Mais il fut impitoyable avec les alliés allemands de l'Autriche. Le royaume de Hanovre, l'électorat de Hesse-Cassel, le duché de Nassau, la ville libre de Francfort, furent purement et simplement annexés par la Prusse. La Confédération germanique fut dissoute. À sa place, Bismarck créa la Confédération de l'Allemagne du Nord, regroupant tous les États allemands au nord du Main sous direction prussienne. L'Autriche était exclue de l'Allemagne. Les États du Sud, Bavière, Wurtemberg, Bade, Grand-Duché de Hesse,
restaient formellement indépendants. Mais Bismarck conclut avec eux des alliances militaires secrètes. Il savait qu'une dernière guerre serait nécessaire pour achever l'unification, une guerre qui contraindrait les États du Sud à rejoindre la Prusse. Et il savait contre qui cette guerre devrait être menée, la France. Napoléon III, empereur des Français, observait avec inquiétude la montée en puissance de la Prusse. Une Allemagne unifiée sur sa frontière orientale menaçait l'équilibre des forces en Europe. En 1870, Bismarck provoqua habilement une crise diplomatique autour de la succession au trône d'Espagne. Quand le gouvernement français exigea des garanties humiliantes du roi de Prusse, Bismarck modifia le télégramme rapportant l'incident, le rendant encore plus insultant, et le publia dans la presse. La France, se sentant outragée, déclara la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870. C'était exactement ce que Bismarck voulait. Les États allemands du Sud, liés par leur traité d'alliance, entrèrent immédiatement en guerre aux côtés de la Prusse. Pour la première fois, tous les Allemands combattaient ensemble contre un ennemi commun. Le sentiment national explosa. La guerre fut un désastre pour la France. L'armée prussienne, supérieurement organisée et commandée, remporta victoire sur victoire. Le 2 septembre, à Sedan, l'empereur Napoléon III fut capturé avec toute son armée. Paris fut assiégé et capitula en janvier 1871 après 4 mois de résistance héroïque mais vaine. La France était vaincue, humiliée, contrainte d'accepter une paix sévère. Pendant que Paris résistait encore, Bismarck négociait avec les princes allemands du Sud. Il leur offrit des concessions, respectant certaines de leurs prérogatives, mais exigea qu'ils acceptent l'unification sous un empereur prussien. Le roi Louis II de Bavière, personnage excentrique qui préférait construire des châteaux de contes de fées plutôt que de s'occuper de politique, fut convaincu, moyennant une pension généreuse, de demander lui-même au roi de Prusse d'accepter le titre d'empereur allemand. Le 18 janvier 1871, dans la galerie des glaces du château de Versailles, symbole de la grandeur française, Guillaume Ier fut proclamé empereur allemand. Ce n'était pas une cérémonie populaire, c'était une assemblée de princes et de généraux prussiens. Bismarck avait réalisé l'unification par le haut, par la diplomatie et la guerre, pas par un mouvement populaire. Le nouvel empire était autoritaire, dominé par la Prusse, gouverné par un empereur qui ne devait rien au peuple. Et pourtant, malgré ses origines peu démocratiques, l'Empire allemand établi en 1871 représentait l'accomplissement d'un rêve plusieurs fois centenaire. Pour la première fois depuis la dissolution du Saint-Empire en 1806, il existait un État allemand unifié. Certes, l'Autriche en était exclue. Certes, la Prusse dominait écrasément. Mais une nation allemande existait désormais sur la carte de l'Europe. Cette nation nouvelle était née de la violence. 3 guerres en 7 ans avaient forgé l'unité allemande. Le sang versé à Sadowa, à Sedan, légitimait le nouvel empire aux yeux de beaucoup d'Allemands. La victoire militaire effaçait les débats constitutionnels. Bismarck avait eu raison. Ce n'étaient pas les discours, mais le fer et le sang qui avaient résolu la question allemande. Cette leçon serait retenue avec des conséquences tragiques au XXe siècle. L'Allemagne unifiée héritait d'un passé extraordinairement complexe. 1000 ans de Saint-Empire avaient laissé des traces profondes. La diversité régionale restait immense. Un Bavarois catholique se sentait toujours différent d'un Prussien protestant. Les dialectes variaient tellement qu'un paysan de Bavière peinait à comprendre un paysan du Schleswig-Holstein. Les traditions locales, les cuisines, les fêtes, les costumes,
Tout différait d'une région à l'autre. Pourtant, quelque chose d'authentiquement commun existait aussi. La langue allemande de Luther, enrichie par Goethe et Schiller, unissait les lettrés. La philosophie allemande, de Kant à Hegel, constituait un patrimoine intellectuel partagé. La musique allemande, de Bach à Beethoven, créait une fierté culturelle commune. L'expérience partagée de la domination napoléonienne puis de la libération avait forgé un sentiment national. L'Empire créé en 1871 ne résoudrait pas toutes ces tensions. Il les contiendrait, parfois maladroitement. Les particularismes régionaux survivraient. La question de l'identité allemande, de ce qui faisait qu'un Allemand était allemand, continuerait à hanter le pays. Mais désormais, cette question se poserait dans le cadre d'un État-nation unifié, un acteur majeur sur la scène européenne, une puissance industrielle naissante destinée à bouleverser l'équilibre du continent. Pourquoi racontons-nous encore cette histoire? Peut-être parce qu'elle nous rappelle que les nations ne sont pas des réalités éternelles données par Dieu ou la nature. Elles sont construites, souvent laborieusement, parfois violemment, toujours de manière contingente. L'Allemagne aurait pu être différente. Elle aurait pu inclure l'Autriche. Elle aurait pu se former autour d'un centre démocratique plutôt qu'autoritaire. Elle aurait pu émerger pacifiquement plutôt que par la guerre. Cette histoire nous rappelle aussi que les choix faits à certains moments charnières ont des conséquences durables. Quand le roi de Prusse refusa la couronne impériale offerte par le Parlement de Francfort, il choisit l'autorité monarchique contre la souveraineté populaire. Quand Bismarck choisit la guerre plutôt que la négociation, il enseigna aux Allemands que la force primait le droit. Ces choix façonnèrent l'Allemagne du XXe siècle, avec toutes les catastrophes qui suivirent. Mais peut-être racontons-nous cette histoire simplement parce qu'elle est fascinante. Le spectacle d'un empire médiéval fantomatique survivant pendant des siècles contre toute logique. La tragédie d'une guerre de religion déchirant un pays pendant 30 ans. Le drame d'une nation se cherchant pendant des générations avant de finalement se trouver. L'ironie d'une unification réalisée par le plus conservateur des hommes d'État au service d'objectifs qui n'avaient rien de révolutionnaire. Tout cela compose une épopée digne d'être contée encore et encore. Et maintenant, alors que cette longue histoire touche à sa fin, peut-être sentez-vous le sommeil vous gagner. Les empereurs médiévaux, les princes électeurs, les réformateurs protestants, les généraux prussiens, tous retournent dans le passé dont ils viennent. L'Allemagne qu'ils ont construite, parfois malgré eux, existe toujours, transformée, méconnaissable, mais portant encore les traces de son histoire millénaire. Fermez les yeux, laissez ces images du passé s'estomper doucement et dormez bien. Proposez des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et mettez un like.